Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus voir un peu notre travail. Donc nous, en fait, moi c'est Robin et lui c'est Jérémy. Et on est tous les deux, on travaille tous les deux sous le nom de Adel Sarsac. C'est un peu notre nom qui nous permet de couvrir ce qu'on produit à deux plutôt que d'utiliser nos deux noms. En fait, on est tous les deux issus d'une école de design. Et bon, si notre travail s'oriente plutôt vers l'art, on a encore des processus qui sont vraiment typiques du design, dans le sens où la plupart des choses qu'on produit vont être vraiment toujours débutées avec une partie assez longue de recherche et c'est vraiment de planification aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et de fait, en fait notre travail s'articule entre une recherche sur la représentation du politique et l'écriture d'institutions fictives diverses et variées, dont on va pouvoir vous montrer un peu à quoi elles ressemblent ce soir. Donc, la première des institutions qu'on a imaginées, c'est LAST, pour Large Anthropological Simulation Trial. Et donc c'est une institution c'est un dispositif audiovisuel, ça prend la forme d'un dispositif audiovisuel. Et on a déjà présenté d'ailleurs LAST ici à Saint-Étienne, et c'était pendant l'avant-dernière biennale, en 2015. Voilà. Donc je vais pouvoir un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc LAST, c'est 5 tables individuelles qui sont reliées entre elles pour former un cercle. Elles ont une forme un peu de maillon en fait. Et en fin de compte, chaque table est équipée d'une enceinte et d'un micro. C'est vraiment une part importante de l'installation. Parce qu'en fait, elles diffusent toutes un débat fictionnel et chaque table correspond à un personnage du débat. Donc il y a 4 scientifiques et un médiateur qui sont présents seulement par le timbre de leur voix. Donc dans cette fiction, dans ce monde, on a imaginé une organisation scientifique qui s'appelle l'Université Communauté, et en fin de compte qui a imaginé une expérience anthropologique énorme. Donc c'est ça, c'est LAST, le Large Anthropological Simulation Trial. Et cette expérience anthropologique, elle vise à comparer, évaluer et tester des systèmes politiques passés, présents et futurs. Voilà. Donc elle les teste par des simulations où en fait chaque personnage qui correspond donc à chaque table va pouvoir tester son système avec une simulation identique tous les ans. Donc dans le monde dans lequel ces personnages existent, on a imaginé qu'il y ait... vous allez pouvoir voir en fait le médiateur de LAST, vous expliquer un peu comment se passe LAST, et c'est normal que ça. Et en fait, quels sont les systèmes représentés par ces tables. Enriching journey and it's not yet to end. I would also like to thank the 4 talented representatives in charge of the current research. Mrs. Paula Nike, representative in charge of the Direct Democracy Program. Mrs. Christine Lugano, representative of the Federal Presidential Republic Program. Mr. Damon Arrow, representative of the Anarcho-Capitalist Program. And last but not least, Mr. Harrison Fax, representative of the Mediocratic Republic Program. Thank you again for being here today. I hope my fellow colleagues want... Voilà, je vais couper. Et en fait, ce qui arrive après cette présentation, justement, qui est donc diffusée par les tables, lorsqu'on assiste à LAST, c'est la présentation, justement, de la crise à laquelle chaque système a été soumis cette année, donc lors du 17e congrès annuel. Et en fait, cette crise, elle a un but très important, c'est qu'elle permet de différencier tous ces systèmes, de voir quels sont... la façon dont ils ont pu y réagir, la façon dont ils ont pu même s'effondrer à cause de cette crise qui est décrite après. Et en fait, ça permet d'éliminer un système chaque année. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y avait un certain nombre de systèmes au départ et que tous les ans, un système politique a été éliminé parce qu'il n'a pas, disons, répondu aux critères de la crise à laquelle il a été soumis. Et donc ça, c'était la fiction de LAST. C'est tout ce qu'on a fait en fait en pré-production, disons. Et après, il y a l'aspect participatif qui était très important. Et en fait, qui consistait à proposer à 4 personnes du public, parce que ça se faisait en public, de s'installer à une des tables, donc
Ça pouvait être vraiment la table donc, du système de démocratie directe, la République fédérale présidentielle, la République médiacratique, comme vous avez pu le voir, et l'anarcho-capitalisme. Et donc, quand ils s'installaient, ils n'avaient même pas encore entendu la fiction, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas encore de quoi ça allait parler, quel allait être leur rôle. Et ce qu'on leur demandait, donc, c'était de poursuivre le débat dans la réalité, de prendre le relais et en fait de poursuivre le débat jusqu'à ce qu'on arrive au vote où un des systèmes, comme je le disais, sera éliminé. Et pour ce faire, on avait imaginé un peu des façons, disons, d'aider les gens à incarner leur personnage, donc le personnage de la table à laquelle ils se sont assis. Et donc on a imaginé des bouchées, comme vous pouvez le voir à l'écran, où en fait chaque personnage a un peu son goût, on va dire, et en absorbant ce goût, on incarne un peu mieux le personnage qu'on va devoir jouer finalement, qu'on va devoir improviser. Donc ça, c'était pour Last. Et maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est de la façon dont on a clos Last, parce qu'on a fait une dizaine de représentations, donc on a vraiment eu des heures de rush, des heures de débat qu'on a pu enregistrer, où c'était vraiment d'ailleurs des personnes qui souvent s'étonnaient de la façon dont ils arrivaient à gérer la chose, à prendre en main leur personnage et à bien jouer le rôle. Et on a imaginé donc le Last Office, qui serait un peu l'organisme de traitement de toutes ces données qui ont été enregistrées par Last. Et donc l'idée était qu'on mettait en scène ce traitement de données, on se mettait en scène nous-mêmes, c'est-à-dire que les tables rediffusaient, recrachaient tous les sons qu'elles avaient enregistrés, tous les débats qu'elles avaient enregistrés, donc chacune correspondant à un personnage, encore une fois. Et nous, pendant ce temps-là, on traitait ces données et on prenait un peu des morceaux choisis. Donc, je vais vous faire... Je vais vous faire écouter un peu les extraits justement qu'on a pu enregistrer. Prendre la parole, merci. Alors moi j'avais envie de poser une question à Monsieur Haro. C'est concernant l'impunité des entreprises. Car c'est ce qu'on avait relevé tout à l'heure, c'est que l'entreprise n'a pas été punie, n'est pas condamnée. Et lorsque tout fonctionne à l'argent au niveau d'un jugement, comment est-ce que le plus riche, le plus puissant, peut-il être inquiété d'un quelconque crime ? Par la pression des différentes entreprises. Parce que ce que vous oubliez, c'est que de la corruption, il y en a dans des systèmes comme le vôtre. Donc évidemment, il peut y en avoir, mais sauf que nous, on a la pression économique. Et donc si on a le boycott, si on voit qu'il y a de la corruption, on boycotte. Donc une entreprise fait faillite. Donc ça oblige nos entreprises à avoir ce comportement digne des citoyens. Voilà, donc là c'était un exemple d'une personne qui se retrouvait à devoir défendre le système anarcho-capitaliste contre la personne qui défendait la démocratie directe et qui l'attaquait un peu pendant le débat. Voilà. Et donc comme je le disais, on a écouté, on a déchiffré et on a pris un peu les parties qui nous semblaient les plus importantes de tous les enregistrements qu'on a pu faire. Donc, et on les a archivés d'une façon assez particulière. En fait, on a imprimé des cartes, comme des cartes à jouer, où on mettait des extraits à chaque fois de chaque débat, de chaque personnage, où vraiment on a noté quel était le débat, quel était le personnage qui disait cette quote, quoi, cette citation. Et ça a donné cette forme, donc c'est une sorte de rouleau qui comprend toutes les cartes. Voilà, donc c'était un peu notre façon d'archiver Last après avoir un peu tourné à droite à gauche avec ce système. Et ensuite, en fait, toutes ces cartes, elles nous ont un peu permis d'ouvrir des pistes de recherche différentes, parce que c'était comme une sorte de retour sur ce qu'on avait fait. Et notamment des recherches autour du rapport entre représentants, représentés, le rôle des médias dans la démocratie, le temps de participation du citoyen. C'était souvent quelque chose qui était abordé, ça. Est-ce qu'on a le temps de participer à la vie de notre cité, par exemple, au niveau politique ?
Et on a réuni un peu des recherches. Donc là, ça y arrive. Voilà, sur un petit site qui est en Creative Commons et que vous pouvez visiter. Et donc c'est une sorte de petit essai où on aborde des questions de représentation politique. On s'intéresse aux monuments et au rapport des monuments à la représentation politique, au tourisme et à la symbolique du repas qu'on avait déjà un peu abordé dans l'AST. Donc il y avait une première partie où on s'intéresse. Au fait, il y a vraiment un théoricien qui nous a beaucoup aidé, disons, dans notre travail, c'est Bruno Latour. Surtout dans cette histoire de parler droit et de parler courbe, donc l'idée qu'il y a la parole du rhéteur qui est la parole courbe et le parler droit qui est la parole un peu du philosophe, mais qui clôt un peu les discussions parce que c'est une sorte de savoir pur, disons. Et donc le parler courbe est un peu ce qu'on recherchait en produisant l'AST. Il y avait aussi la question de la trahison de la représentation, la possible trahison du représentant politique. Ensuite, on s'est intéressé à la place des monuments, donc, que ce soit des sculptures ou même des architectures aujourd'hui, dans la représentation politique, et à la façon dont c'était quelque chose, disons, qui se perdait. On ne voit plus de grandes sculptures de représentants politiques dans nos villes, enfin de représentants politiques contemporains, mais par contre, ça continue à avoir une forme très forte dans le privé, comme on le voit, disons, dans tout ce qui est quartier d'affaires, où il y a vraiment la force des gratte-ciel qu'on peut observer à la Défense, à New York, et qui représentent plus des compagnies privées. On s'est intéressé un peu aussi au modèle de l'agora tel qu'il est un peu utilisé par les architectes contemporains. Et on en est venu à l'idée aussi de la façon dont les habitants pouvaient squatter les monuments, dont les citoyens pouvaient squatter les monuments. Donc il y avait un exemple qui était assez important, c'était celui de Gavroche, en fait, dans Les Misérables, qui squatte l'éléphant de la Bastille, qui était un monument qui avait été mis en place pendant l'Empire. Et on s'est dit, ça serait intéressant finalement que le monument devienne, vu qu'il représente l'État, en le squattant, il y a une forme de reprise de pouvoir. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à s'intéresser au tourisme, parce que forcément, les monuments, finalement, les gens qui les squattent le plus aujourd'hui, ce sont plutôt les touristes que Gavroche. Et donc on a imaginé une façon d'attirer le citoyen dans le monument et de le faire participer en le prenant comme touriste, quoi. Donc de substituer à la conscience politique le désir touristique. Et ensuite, on s'est dit qu'une façon intéressante, une fois qu'il est dans le monument, qu'il ait un peu piégé le citoyen, de le faire participer, c'est de reprendre un peu ce qu'on avait fait dans l'AST. C'est la temporalité du repas, la symbolique du repas, du partage, où on est, disons, enchaîné le temps d'un repas à une table avec des gens et l'obligation de communiquer, avec comme sujet principal, par exemple, et de départ, la nourriture qu'on va partager. Et une dernière chose, c'était plutôt la pâtisserie d'État, qui est un truc assez symptomatique, même aujourd'hui, c'est la représentation de monuments un peu kitsch dans la pâtisserie d'État, et la façon dont il y avait quand même quelque chose d'assez fort. Par exemple, c'est un classique à la Maison Blanche de faire manger des Maisons Blanches en dessert aux invités. D'un point de vue diplomatique, c'est assez intéressant. Et à l'Élysée, on avait fait quelque chose de très amusant, c'est qu'on avait fait manger un Airbus A380. Je crois que c'était les Émirats Arabes Unis qui étaient invités. Voilà. Donc il y avait une relation diplomatique un peu poussée, quoi. Voilà, et donc toutes ces recherches, en plus de l'étude du système antagoniste qu'on a pu faire dans l'AST, ça nous a amené au dernier projet qu'on a réalisé. Et donc l'idée du dernier projet qu'on a réalisé, c'est vraiment l'idée d'un système politique où des monuments se substituent aux représentants politiques humains. Donc c'est vraiment la suite de toutes ces recherches. Voilà. Et ça s'appelle Giants Yard. Giants Yard, that's what we're here for. Before we jump in, let me give you an overview of what we've got here. Giants Yard, c'est ce que vous allez découvrir. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter chacune des parties. This is a mural painting of Giants Yard in context. Ici,
nous avons une fresque de Giant's Yard dans un contexte public. Here are two models of Giant's Yard's underground architecture, scaled to 1 to 30. Là, nous avons deux maquettes à échelle 1/30. Il s'agit de l'architecture souterraine de Giant's Yard. This one is even more accurate. It is a full-scale model, 1 to 1. See the beige table there? It's a tongue. Celle-là est encore plus fidèle. C'est une maquette à échelle réelle. Vous voyez cette table beige? C'est une langue. We'll have time to get back to those models for sure, but for now, let's watch Giant's Yard's 2017 featurette. Ne vous en faites pas, nous aurons le temps de revenir sur ces maquettes. Commençons d'abord par le film Giant's Yard's 2017 featurette. Let me first thank you for taking part in our behind the scenes. I hear you were the first to answer our ad. Did you get a piece of pie? That is very good pie. So what is this Giant's Yard? Giant's Yard is this, an underground public monument. That's what it is, a place to visit, an institution. Now, you want to take part in your community. Of course you do. Do you have the time to do so? You don't? That's that. What Giant's Yard offers is this. One free visit will get you one free meal. In return, our staff will tightly seal in, lock up groups of 8 visitors in private dining rooms from starters to dessert. Shut in there, they will be expected to drink, sure, eat, sure, but for the most part, discuss and argue about day-to-day regional political issues. Forks down, lunch over, doors unlocked, everybody gets out. Easy as that. Okay now, have a good one. So literally, this whole area is restricted access. That's fine. It's too bad. To tell you the truth, my son kind of dragged me here. Are you sure we can't just go and get a quick look around? No, I just thought we would get a tour of the whole. That's okay. I can't argue with that. We'll just come back when the place is done then. That's fine. Okay. Can you just give me a quick second? Hey, Jacob, come here. This is not the place. They haven't built it yet. How could you be that? I took the day off for you. Mom, you still got the microphone. Excuse me, can I get some more water? No. I'm gonna be honest with you. I normally spend my Sundays sleeping off the liquor of my Saturdays, so for me, personally, to get up this early, to shower, and to bring my black ass all the way out here, look, man, I'm gonna be honest with you. If I were you, I wouldn't expect very busy Sundays. I'm just saying. That's what I don't get. If you want people to visit, then why did you build it underground? Whatever the new vogue is, if it comes straight from underground, well, it only comes from there. It doesn't stay down there. It comes straight from there and gets the hell out of there. Rises to the surface and spreads out. There's your plan, right? Rise to the surface and franchise. I'm finding it somewhat difficult to believe that it is
actually lawful to lock up a minibus worth of visitors inside of one of these tiny rooms. But let's put aside the legal aspect for just 1 second. Hear me out, just 1 second. Personally, I feel like this whole thing can lead up to some lifelong psychological scarring, in my personal opinion. Because, correct me if I'm wrong, you're talking about locking up a bunch of visitors with no notice, no exit route, or a friendly face. Man. Strictly medically speaking, this has got to mess you up in so many ways, man. I would turn into a mad woman in there. You know what you should get. You should get your hands on one of those hot water dispensers. You know, for the green tea sleep aids. They really help with anxiety. I'm a heavy user of these. I am sure it would help put a lid on the panic and calm everyone down in there. Yeah. That's what I'm talking about. You gotta draw the cover of the book. You gotta ease on the mystery. Show them the way. And you gotta have like stalls and signs and waiting time markers. You gotta show them the place is clean with a label. You gotta feel the care. Okay, flipping out isn't gonna help the appetite though, which I imagine messes up your whole thing, I'm guessing. And correct me if I'm wrong, but did I hear you say that you're only gonna unlock these doors after dessert? Okay, well, what if nobody picks up a fork and even digs into the starters? Then what? What you gonna do then? Just gonna wait to see if somebody changes their mind? Nah, bro. You need to figure that one out. Because the time it takes for you to simmer all these people down, you're gonna lose them. Nobody's gonna wanna talk about whatever issue it is you want them to talk through. Are these rooms made of truck tire? Because if they are, we can just skip this whole locking up controversy and jump straight to the heart of the matter. A free lunch menu. So, correct me if I'm wrong. You would literally repay me for giving up my freedom with a free 3-course lunch. Fair enough. Although, in my book, it reads, free warm rolls, complimentary truffle butter, truffle salad, truffle main and a truffle sauce, a truffle pudding. Yeah. You see? I take my freedom very seriously. This has no power over me. I'm immune to any form of food bribery. Free breakfast buffet, food baskets, tasting samples. This is harmless to me. I don't care for it. My door is forever closed to taste. Closed. I don't care for food. It's just not my thing. But, in the end, if you think of it, you're offering free, tasty, but mandatory meal, right? So, if I get there at 3 p.m., you're going to feed me another lunch before dinner? That's very fine with me. I just wouldn't fall for that. Taking a day off and driving for a free meal somewhere, that's my definition of degrading. Believe me, I would drive hours for a free buffet. How could I have days? So, I don't know how to drive. But I would get in any taxi unless the fare was more expensive than the buffet, then no, I wouldn't go.
I tell you who you're going to get with a sign like that: the hungry and the poor. Hopefully the hungry, and sadly the poor too. I hope you're starving, because you've got a massive soup kitchen on your plate. Feels good to break loose from the herd. We're not great candidates for group tours. Actually, anything that involves our mum and dad and the 3 dozens of shaky addicts out there. They don't even care about where they all are right now. The whole pack out there is hooked up. Hooked up on group tours, that's what they are. They can't even tell the difference between a temple in Italy and your Giant's Yard anymore. They're too far gone. They're just doing it, wherever, whenever. That's what our Nan does. She gets full state pension now. She can go all in. She can spend it all until, you know, the big day. She's retired now. Every day has to count for something. She gets on little buses, she gets a quick look round, and she goes home. It's the same every day, or every other day. It goes way beyond C, E, H, or LSD even. They all get their little cameras and they shoot. Our Nan shoots terabytes of snapshots of flower pots on her camera every week. She never unloads it. She doesn't care. She's addicted to the gesture. She doesn't get the difference between a digital camera or one with film anyway. Don't doubt for a minute that you won't manage to get a dinner table full of them to chat. Seniors, those people don't mind. First off, they won't get that they're locked in, which saves you the drama and a few heart attacks. Second, they've been going on these tours together for so long, they're just waiting for a reason to tear each other up. If you can drive them to tackle up politics, you're golden. In the end, you're going to give in yourself and beg them to leave. If you dropped me in one of those dinners, I'd for sure stay silent. You wouldn't get a word out of me. I wouldn't know what to say anyway. Never talk to strangers. I believe in that one. I also believe that you must never leave the table until dinner's over. You know what? I'd rather not take any risk and skip your dinner and talking altogether. Sorry, no Giant's Yard for me. I mean, because in the end, you're offering us to go through another dinner with our parents, plus people we don't know. I'm good. What is all this for, anyway? Aren't you done with the place already? I've been following you, right? The giants, the leaked pictures, the giant cakes with the icing, all that. This is never going to happen, is it? Believe me, I care. I live pretty close by. I thought I'd found my steady Sunday breakfast nirvana. You're not gonna do any of that? In any of this? Yeah, I think you have my son's email, and we'll come when you're done, and yeah, he'll like that soon. You know what's nice though? Because you built it underground, you can just close the door and no one will ever know you made a mistake. That's nice in a way. I think I will recover. You should plug that. Voilà, donc si, avant de vous demander si vous avez des petites questions peut-être à nous poser, j'aimerais remercier Olivier Perricot et Sylvia Fredriksson, je ne vois pas, mais je peux vous dire. Et toute l'équipe technique aussi de la Cité de nous avoir invités. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
question sur votre installation. Là. Donc vous avez choisi de faire de la réaliser pour de bon là, à HM1, enfin en particulier cette partie-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rentre dedans, qu'on participe à quelque chose à partir de cet outil-là? En fin de compte, non, pas forcément. L'idée n'est pas de l'activer en tant que tel, parce que justement, ce qu'on trouvait intéressant, c'était d'imaginer tout ce système politique, enfin plutôt cette institution à fond, donc de réaliser des maquettes qui permettent de se projeter dans cette institution. Et en fait, on s'est longtemps posé justement la question de l'activer, mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas ce qui allait se dire dans cette tête qui allait nous intéresser, finalement, on ne voyait pas bien quel allait être l'intérêt de l'activer. On trouvait ça plus intéressant d'imaginer justement ce film qui vient faire un peu l'antithèse de ce qu'on venait de faire, c'est-à-dire un peu finalement le passage difficile à la réalité d'une utopie, en incluant un peu en incluant la critique finalement avec ce film qui donc comme vous avez pu, je ne sais pas si c'est très clair de comprendre, met en scène un public test avant la fabrication et la création de cette institution qui s'appelle Giant Yard. Voilà. Est-ce que concernant les fameux gâteaux institutionnels là, alors je sais pas comment, c'était Jérémy qui a fait un mémoire sur cette question-là, sur le repas des ambassadeurs et des personnes de pouvoir. En fait, on a souvent... En fait, à la base, on avait réalisé Last et on s'est dit on va faire un autre projet qui est participatif, un autre projet qui permet de tester des choses avec un vrai public, et on voulait vraiment travailler et la pâtisserie parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est très riche formellement et ça peut amener à beaucoup de choses. Et à la base, c'est un travail qui a pris 2 ans où on a construit ce géant en se disant toujours, alors voilà, on sait très bien la forme, on sait comment on va le faire, il y aura des briques à l'intérieur, tout a un sens très symbolique, les briques qui sont un peu comme le Léviathan, qui créent un tout, etc. Et quand on a réalisé le géant, on s'est dit voilà comment l'activer, et on ne savait pas quelles questions poser et de quoi les gens allaient parler, parce que c'était pas l'idée en fait, l'idée c'était l'architecture. Et avant d'arriver à cette réalisation-là, qui est une sorte un peu de dépit, quoi, on est passé par plusieurs phases qui étaient l'idée de faire la publicité en fait, de cette institution, parce qu'à la base on l'avait pensé comme un dispositif touristique, et ce dispositif touristique il devait se faire valoir par la publicité et par quelque chose d'assez flashy quoi, pour que les gens en entendent parler, parce qu'on s'était vraiment posé la question, si on le réalise comme ça, certes dans notre fiction on peut imaginer qu'on envoie des tickets dehors aux gens, etc. Mais nous, si on doit le faire vraiment pour en faire la publicité, il faut en faire quelque chose d'assez joyeux et catchy, quoi. Et la première pièce qu'on a fait, elle s'appelait Giant Yard Giant Celebration Biscuit. C'est un énorme gâteau. En fait, on avait réalisé un biscuit de 2 mètres carrés glacé avec un dessin qui montrait la tête de Giant Yard avec des personnages dedans, quelque chose d'assez mythologique, un peu qui laissait un peu rêver à ce que ça pouvait être Giant Yard. Et on avait organisé une sorte de concours. Chaque pièce, il y avait à peu près 150 pièces de gâteau de la taille d'une tablette de chocolat, qui était à la base que pour une personne, mais c'était un peu trop. Et en fait, ce qui est rentré dans la composition de ces gâteaux, c'était chaque pièce avait une farine ou un épice, ou en tout cas un ingrédient différent, et tout mélangé. Si tous les gens s'embrassaient, par exemple, ça donnerait le goût parfait du gingerbread, du pain d'épices, qui est le premier gâteau, le premier biscuit qui a été réalisé. Voilà. Et donc on a eu cette... Pardon ? Pour les gens qui partaient en mer, parce qu'on le séchait pendant des heures au four, et ça ne pourrissait jamais. Et du coup, c'était cette première... on a fait cette première pub, on va dire. Ensuite, on a voulu réaliser une deuxième, plus ou moins, pub autour
des gâteaux, où on s'est toujours posé la question de pourquoi, enfin, où on placerait Giant's Yard si on devait le placer. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande cheminée, si vous pourrez le voir après. Vous pouvez le voir sous la cave, enfin dans la cave. La cheminée en fait est directement reliée à la cuisine. En bas il y a une cuisine et on apporte la nourriture dans les géants par la langue. Vous parlez de la langue belge. Et l'idée c'est d'apporter la nourriture à des personnes qui sont donc enfermées de force et qu'on va forcer à manger ensemble. Et du coup on s'est dit comment faire croire à la possibilité de Giant's Yard. On s'est dit cette cheminée c'est assez intéressant parce qu'il y a des cheminées en briques à peu près partout dans le nord ou en Angleterre. À la base on le plaçait en Angleterre et on s'est dit ça peut exister et c'est pour ça qu'il y a cette cheminée. Et après cette deuxième publicité donc l'idée c'était un peu de faire imaginer aux gens où pouvait être ce Giant's Yard et on a réalisé des très grands biscuits beaucoup plus épais, bien mieux faits parce qu'on avait de la technique où ça pouvait être dans une c'était des dessins beaucoup plus travaillés où on voyait Giant's Yard dans une gare ou près de la mer, etc., où on voyait toujours cette cheminée et des espaces publics, et ces gâteaux avaient une adresse web qui permettait de s'abonner à la newsletter où on leur dirait où c'est, ce qui était bien sûr faux, et on envoyait quelques spams. Donc voilà, à la base il devait y avoir quelque chose de très beau, on s'était dit on va faire manger aux personnes enfermées dans ce géant, un géant minuscule, et en fait on s'est rendu compte que c'était pas ça qui était intéressant, et ce qui était intéressant c'était de travailler la pâtisserie comme publicité, disons. Voilà. Je repose encore une question. Est-ce que ces fictions nous emmènent vers un réel Last, ça nous a emmené vers vraiment une vraie matière qui nous a permis de vraiment avoir un processus, parce que ça a été vraiment un processus de pensée et c'était vraiment un travail psychologique parce qu'on a vraiment pensé une utopie, on y croyait vraiment, on sortait de l'école, on s'est dit on va faire ça, on a créé ce géant, après on s'est dit personne va comprendre, on sait pas ce qu'on va y faire là-dedans. Du coup on s'est dit on va faire des maquettes comme ça, les gens vont comprendre. Et après là c'est bon, on le fait. On a fait les maquettes et on s'est rendu compte que personne ne pourrait comprendre. Du coup on a fait le tableau et ça a été 1 an et demi de travail, vraiment de remise en question et de vraiment c'était dur. Et après on s'est dit mais en fait ça n'a pas de sens parce qu'à partir du moment où ce système enfermait les gens, où on prend des gens comme des unités, un peu on pense les citoyens comme des unités qui vont faire ce qu'on pense, à partir du moment où on le confronte à quelqu'un, ça ne marche pas. Moi j'aurais détesté qu'on m'enferme là-dedans et n'importe qui aurait détesté. Et du coup on s'est dit le film ce serait assez beau si c'était vraiment un film qui en un sens s'excuse et assez pessimiste sur la possibilité de faire exister une utopie. Et du coup c'est un projet il est dans le réel, mais c'est un travail, c'est un peu la démonstration d'un travail psychologique lourd. Voilà. C'est la fin du processus, on va pas dessus. Une suite à Giant's Yard. En fait, on a... Tu veux dire genre, dans la lignée de Last et Giant's Yard? Enfin non, vous avez commencé à faire manger des gâteaux. Puis, Ah oui. Vous avez expliqué comment il y avait un film. Mais est-ce qu'il y a une suite à tout ça? On trouve... Là c'est bon. On pense que ça se tient comme ça fait une boucle bouclée. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. En tout cas pour nous, on pourrait pas aller plus loin. On pourrait pas créer plus, on n'en peut plus. Et ça se tient comme ça. On va le prendre. Non mais ouais. Voilà, et maintenant on va... En fait, ça a été quand même assez... Pardon. En fait, ça se tient aussi par la façon dont un peu les 2 derniers personnages du film en parlent. Une sorte un côté un peu nostalgique. C'est une utopie qui n'a pas pris, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas essayer. En fait. C'est ça qu'on trouvait intéressant aussi. Finalement, elle s'est frottée au réel de façon fictive aussi, c'est-à-dire avec ce film. Mais c'est bien qu'elle l'ait fait. Quoi. Il y avait cette partie qui était importante.
c'est pas exactement ça, mais ça rejoint un peu beaucoup d'utopies qui ont échoué, mais qui d'ailleurs aujourd'hui suscitent beaucoup de nostalgie, comme on peut le voir. Enfin, notamment, moi, je prendrais par exemple la passion qui est en ce moment, je ne sais pas si vous voyez, pour le brutalisme architectural, pour toute l'architecture soviétique de l'époque de l'URSS. Il y a cet aspect-là, on trouvait intéressant, sans que ça soit désespérant, en fait. Voilà. J'ai une petite question sur la manière dont vous avez fait le film. Donc j'ai l'impression que c'est des acteurs, mais c'est de la mise en scène, etc. Et du coup, je suppose que c'est vous qui avez écrit les différents dialogues. D'où sont venus les différents points de vue? Est-ce que c'est vous qui avez réfléchi la manière dont finalement, face à la réalité, il y aurait tel problème, ou est-ce que justement vous avez de nouveau fait appel à des gens extérieurs en demandant et en voyant leur réaction face au projet? Absolument. En fait, on a travaillé, on a mélangé deux points de vue. On a mélangé une autre, les premières idées qui nous venaient, et ensuite on a posé beaucoup de questions. En fait, on a fait une liste de questions qui nous paraissaient essentielles. Est-ce que vous accepteriez de venir? Est-ce que vous, par exemple, vous viendriez visiter un monument si on vous proposait un repas étoilé gratuit? Est-ce que qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que ça vous gêne d'être enfermé dans un endroit un peu clos, ce genre de choses? En fait, on les a posés sur Quora. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une application et un site voilà, où les gens posent des questions et tout le monde peut y répondre. Et les questions ensuite, les réponses sont notées et les plus intéressantes sont mises en avant. Voilà. Donc c'est un peu notre façon d'avoir plus d'arguments. Ou d'ailleurs, parfois c'était pas forcément des arguments contre, on a eu un peu de tout. Mais on a eu beaucoup de réponses, et notamment sur les questions de nourriture, où quand on demandait aux gens est-ce que vous seriez prêts à faire des kilomètres pour aller chercher un repas, c'est là où on s'est rendu compte que c'était intéressant parce que, par exemple, de ce côté-là, on a dû recevoir 80 réponses extrêmement écrites, et la majorité des gens disaient oui, je serais prêt à prendre un avion pour aller dans un restaurant, par exemple. Et du coup, il y avait par exemple, quand on posait la question de enfermer les gens, alors bien sûr on était sur un refus total, mais il y avait des choses qu'on avait pensées, comme est-ce que vous viendrez, vous seriez prêt à faire des kilomètres pour manger un repas? Il y avait des questions de végétarisme par exemple. Quel genre de repas on fait? Parce qu'on ne peut pas faire tous les types de nourriture, il faut que ce soit éco-responsable, etc. C'est sous terre. Et on a eu beaucoup de réponses, et il y avait des choses qui allaient dans notre sens, et on était très, très heureux, et d'autres beaucoup moins. Et voilà. Ça a été une sorte de... C'est à l'international un peu, c'est surtout des gens d'Inde, d'Angleterre et des États-Unis. Et voilà, c'est une sorte de pensée internationale. Mais tout est réécrit. Merci. Et si vous voulez, là, vous pouvez regarder de plus près les maquettes, ce genre de choses. Et comme vous avez pu voir dans le film, la nourriture est assez enfantine, c'est-à-dire qu'ils mangent surtout des pancakes, etc., parce que c'est simple et ça donne envie à tout le monde. Et du coup, grâce à la fabuleuse cantine, on a fait faire des gaufres à la confiture, voilà, que vous pouvez manger dans des assiettes en polystyrène.